bonsoir à tous, où que vous vous trouvez. Je vous souhaite une très bonne année de la part de toute l'équipe de l'ICF Synergie, une excellente année 2018. Et pour bien commencer cette année, nous allons nous intéresser au rôle du coaching dans l'évolution de la société. Et pour cela, nous accueillons Pierre-Jean de Jong, Master Coach. Bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir Yotis, bonsoir à tous. Pierre-Jean, tu es Master Coach, past président de l'ICF Belgium, analyste transactionnel, past vice-président de l'EATA, formateur en PNL, systémicien, également auteur de livres. Donc ici, une conversation, le pouvoir des mots, et également de quelle vie voulez-vous être le héros? Avant de commencer ce webinaire, Pierre-Jean, malgré toutes ces informations que j'ai déjà pu donner, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots. Voilà, en quelques mots, je préfère présenter la personne. Et donc, je suis un jeune homme qui a fêté hier ses 30 ans de mariage et 30 ans de bonheur. Merci, avec une charmante épouse. Et j'ai 3 filles et 5 petits-enfants. Et pour moi, la vie privée est l'essentiel. Et à côté de ça, j'ai mené une vie professionnelle qui me satisfait avec beaucoup d'épanouissement. Tu vas nous parler du rôle du coaching dans l'évolution de la société. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer ce thème plutôt qu'un autre? Alors, je crois 2 choses. La première, c'est que je commence à avoir l'âge pour avoir un petit peu de recul et de parler de quelque chose de plus global que simplement une technique de coaching. Et deuxièmement, je crois que c'est le sujet qui est vraiment essentiel dans le sens où les coachs ont besoin de prendre conscience de tous les domaines dans lesquels ils peuvent intervenir. Et je crois que c'est aussi intéressant pour un certain nombre de personnes de se rendre conscience de qu'est-ce que le coaching peut apporter dans notre société. Je te remercie Pierre-Jean. Je vais te laisser commencer donc cette présentation. Mais avant, j'aimerais conseiller à tout le monde de prendre déjà de quoi noter, un petit bout de papier, un bic ou alors tout simplement un document Word. Parce que Pierre-Jean, un petit exercice pour commencer. Je te laisse Pierre-Jean annoncer ton exercice. Merci. Donc, je vais vous poser 5 questions. Et en fait, je vais vous proposer de coter de 0 à 10 5 thèmes. Le premier thème, c'est la satisfaction que vous avez de la relation avec votre conjoint. Le second thème, c'est la satisfaction de la relation que vous avez avec chacun de vos enfants. Donc, vous mettez une cote peut-être par enfant. La troisième, c'est la satisfaction que vous avez de votre vie personnelle. Et la quatrième, c'est la satisfaction que vous avez de votre vie professionnelle. Et la cinquième, l'équilibre que vous avez entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Par rapport à ces 5 cotes, ou plus, puisqu'il y a un enfant, mais comme la catégorie enfant est une des 5 catégories, je vous propose de bien vouloir donner à Yotis la catégorie dans laquelle vous avez la cote la plus basse. Comme d'habitude, nous allons lancer un petit sondage rapide par rapport à cet exercice. Nous vous invitons donc à répondre. Dans quel domaine avez-vous la cote la plus basse? Je vois que vous êtes vraiment en forme aujourd'hui. Il y a déjà 30% des gens qui ont voté, 60%, donc c'est génial. Nous allons arrêter cela à environ presque 80%. Voilà les résultats du sondage. Ex aequo, 28%, la relation avec votre conjoint et l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle, suivi de près par la satisfaction de votre vie professionnelle. Par la suite, nous avons à 10% la satisfaction de votre vie personnelle
et ensuite à 9% la relation avec vos enfants. Donc, si je comprends bien, c'est le domaine qui est le mieux, c'est celui avec les enfants, et puis le personnel, et puis le professionnel. C'est bien ça. Voilà. Voilà, eh bien, c'est intéressant. C'est intéressant de voir le sondage global, et c'est surtout intéressant pour vous de prendre conscience qu'il y a peut-être un ou deux domaines qui ont une cote plus basse. J'espère qu'elle n'est pas trop basse. Et puis, si elle est trop basse, eh bien, vous savez que vous avez l'occasion de pouvoir trouver un coach qui vous aidera à améliorer cette cote. Là, de toute façon, la discrétion est assurée puisque nous n'avons ni vos noms ni vos cotes. C'est uniquement pour vous une base de réflexion. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Et donc, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de l'évolution du monde en général et de notre époque en particulier, de ce qu'on appelle la formule du changement, de la conscience et de la conscience que nous avons d'un certain nombre de choses, de la place du coaching dans le changement, de l'évolution possible du coaching dans les années qui viennent, et d'un point particulier par rapport au contrat de coaching. Je terminerai par une petite conclusion. Alors, au niveau de l'évolution du monde, je voudrais d'abord vous recommander peut-être la lecture de deux livres de Yuval Harari, un qui s'appelle Sapiens et puis Homo Deus. C'est une merveille, c'est un professeur d'histoire de Jérusalem qui nous retrace l'évolution de plusieurs millénaires du monde et qui a une vue dans son second livre sur le futur. Ce qui permet en tout cas de constater, moi j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre, de constater que l'évolution, eh bien, elle existe depuis toujours. Héraclite nous le disait déjà, c'est un philosophe pré-socratien, pas de d'arrêt, tout coule, tout change. La seule chose qui est constante dans le monde, c'est le changement. Alors bien sûr, on le sait depuis longtemps, mais peut-être pas avec le niveau de conscience que nous avons maintenant. Donc si je prends le changement à notre époque en général, qu'est-ce qu'on dit maintenant? C'est que notre monde, il est VUCA. Ça veut dire quoi? Il est volatile, il est incertain, il est complexe et il est ambigu. C'était pas du tout comme cela il y a quelques années. Et donc maintenant, nous devons vivre avec ces caractéristiques qui sont reconnues donc par la Harvard Business Review et qui conseillent aux leaders de vraiment tenir compte de ça. On ne fait plus des plans à 3 ans, 5 ans, 10 ans comme on les faisait avant. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr dans la vie professionnelle, rien n'est sûr dans la vie privée. Tout va de plus en plus vite. Et tout va de plus en plus vite. Et dans tous les domaines, nous devons prendre des décisions volatiles, incertaines, complexes et ambiguës, en acceptant que peut-être nous n'avons pas pris la bonne décision, alors que nous avons été élevés dans une culture quand même où on nous demande d'être perfectionniste, d'être parfait, et donc on est dans un paradoxe constant. Nous vivons dans un paradoxe, nous vivons dans l'ambiguïté, et malgré tout, nous devons prendre des décisions. La bonne chose, c'est qu'on en est conscient. Et on en est peut-être conscient pour la première fois dans l'histoire, parce que l'évolution, notamment des neurosciences, nous a fait prendre conscience de toutes les possibilités de notre cerveau. Et donc, puisque ce changement, il est constant, parlons de notre deuxième point, le changement. Là aussi, nous avons dans notre communauté de coaching un monsieur qui s'appelle Tim Gallwey, qui a écrit plusieurs livres assez passionnants, The Inner Game of Tennis, of Golf, of Ski and of Work. Et il a une formule sur le changement qui est composée de 3 autres C, la conscience, le choix et la confiance. Je vais le détailler un tout petit peu. Le monde est en changement
Et donc, ce changement, nous pouvons soit être proactifs, soit le suivre, soit le refuser, mais les gens intelligents ne font pas ça, donc nous n'allons pas en parler. Si vous voulez être proactif, eh bien, il faut d'abord être conscient que le changement est nécessaire. On sait qu'il y a changement, mais sommes-nous concernés par cela? Est-ce que nous prenons le temps de recul régulièrement pour prendre conscience que peut-être que ce que nous faisons et que ce que nous sommes en train de faire est la bonne chose? Nous sommes très forts, la tête dans le guidon, quels que soient nos métiers. Et donc, on reparlera du coaching tout à l'heure par rapport à ça, mais cette prise de recul est tout à fait indispensable pour pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses dont je vous parlerai au point suivant. Une fois que nous sommes conscients que le changement est utile et nécessaire, nous pouvons le décider pour nous-mêmes et nous rentrerons dans une deuxième phase qui est une phase extrêmement intéressante, c'est l'analyse des choix. Et là encore, notre monde, il a tendance à vouloir que nous aillions trop vite, prendre une décision dès qu'on a trouvé ce que nous croyons être la solution. Or, il n'y a pas de la solution, il y a toujours plusieurs solutions, avec toujours plusieurs avantages, plusieurs inconvénients, des enjeux, des opportunités et des risques. À un moment, je vais prendre une décision. À partir du moment où j'ai pris cette décision, il est vraiment important d'avoir confiance dans la décision qu'on a prise. Le doute, c'est avant la décision. La confiance, c'est une fois qu'on a pris la décision, on y va et on agit en confiance. Pour cela, donc, on doit avoir une bonne base parce que une bonne décision est basée sur une bonne analyse qui est basée sur une bonne prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience actuellement? Eh bien, les neurosciences nous ont vraiment fait comprendre que notre cerveau, c'est une machine absolument exceptionnelle. Et en dehors du cerveau reptilien et du cerveau limbique, qui sont les cerveaux où nous fonctionnons par habitude, nous avons un cerveau néocortical qui nous permet d'analyser et de réfléchir. C'est celui qui nous distingue des animaux essentiellement. Donc l'être humain est conscient et peut être conscient. Il peut être conscient de plusieurs choses. D'abord, c'est une conscience individuelle. C'est ce que l'oracle de Delphes nous proposait déjà il y a un certain nombre d'années, c'est « connais-toi toi-même ». Qui es-tu? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et de faire cette réflexion en termes de « je suis adulte aujourd'hui, qui suis-je » en dehors de « qui suis-je devenu parce que j'ai suivi les préceptes de mes parents, de mes grands-parents, des écoles, de mon milieu culturel ». Qui suis-je moi maintenant et qu'ai-je envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Donc, c'est une vraie prise de conscience de l'être humain que je suis qui a évolué, qui n'est plus le même qu'il y a un certain nombre d'années. Donc, prise de conscience individuelle, prise de conscience au niveau humain. Et c'est ce que j'appelle le niveau systémique parce que je ne vis pas seul. Et je vis dans plusieurs systèmes. J'ai un système ou plusieurs systèmes familiaux. J'ai des systèmes personnels, sociaux, professionnels. Et si on travaille, par exemple, dans une grande multinationale, eh bien, on a plusieurs niveaux parce qu'il y a le niveau de mon équipe, il y a le niveau de mon département, de ma business unit, de ma filiale, de la société dans laquelle je suis par rapport à un groupe et de tout le milieu professionnel dans lequel je suis. Donc, il y a vraiment des interactions entre énormément de milieux et où je peux dire quel est mon rôle à moi là-dedans, quelle est la place que je prends ou que je voudrais prendre. Donc, c'est une conscience au niveau interactif des différentes relations que j'ai avec les autres personnes. Et troisième niveau, c'est
le niveau qu'on est environnemental. Et au niveau du monde, actuellement, on vit un énorme changement parce que enfin, on a compris que l'environnement, c'est important. On comprend ce qu'on nous dit depuis des années, qui est on doit faire attention à la planète. Nous l'empruntons à nos enfants et nous avons intérêt à réfléchir à comment nous vivons, à comment nous produisons, à ce que nous utilisons. Et si nous sommes une entreprise, est-ce que nous avons une responsabilité sociale et globale? Et de plus en plus d'entreprises ont énormément fait de changements par rapport à leur stratégie à ce niveau-là, mais malheureusement, on est encore loin du compte. Il y a encore énormément de progrès à faire, progrès dû à ou un manque de conscience ou un manque de priorité de valeur. Parce que peut-être que des gens savent des choses, mais ils préfèrent produire et avoir de l'argent ou de la puissance à moyen et long terme que d'avoir un intérêt sur la protection de notre environnement, ce qui est une valeur différente de celle du profit à court terme. Donc, conscience des différents plans, conscience des changements à faire au niveau des différents plans. Nous avons également 4 niveaux auxquels nous allons pouvoir faire attention en tant qu'être humain. Le premier niveau, c'est le niveau physique et matériel. Nous sommes un corps physique et c'est notre véhicule. C'est notre véhicule qui va nous porter dans la vie. Et on nous conseille d'être en forme, de faire de l'exercice, de pratiquer afin d'être en forme physique et d'avoir, par exemple, aussi une conscience de ce qui nous met dans un état d'efficacité et non. Le niveau physique et le niveau matériel sont un niveau qui ne sont pas toujours valorisés et qui sont importants. Il y a des gens qui mettent comme priorité le matériel à court terme, et il y a des gens qui ne veulent pas en parler parce qu'il y a des choses plus importantes que cela. Je pense qu'il est extrêmement essentiel d'avoir un équilibre entre les 4 plans dont je vais vous parler. Le matériel est indispensable. Le physique est indispensable, notamment, un exemple, dans les pays comme Hong Kong, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas son expert Feng Shui. Son expert Feng Shui qui travaille sur comment se trouve l'environnement dans lequel nous vivons et nous travaillons. Les couleurs, les énergies, le bruit, toutes ces choses ont énormément d'impact sur nous, qu'on en soit conscient ou non. Et il est certain qu'il est important de valoriser la qualité et le lieu de travail parce qu'il aura un impact sur les personnes par rapport à leur bien-être et leur travail. Donc, nous avons tout un niveau physique et matériel où il y a des choses à prendre conscience. Le deuxième plan, c'est le plan intellectuel et le plan du langage. Est-ce que nous sommes conscients au niveau intellectuel que la pensée est une énergie qui n'est pas simplement descriptive, mais qui est constitutive de réalité? Lorsque je pense à quelque chose, je vais lui donner vie. Si je pense que je ne dois pas faire une double faute, au tennis, je vais la faire. Si je pense que la prochaine réunion va de nouveau être difficile, elle va l'être. Si j'ai peur que le week-end prochain, la belle-mère qui nous reçoit, on va passer un mauvais moment, eh bien, on va probablement passer un mauvais moment. Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, que faites-vous? Vous pensez à un éléphant rose. Parce que dans la pensée, dans le langage, l'inconscient ne retient pas la négation. Donc, chaque fois que j'ai une pensée négative ou une parole négative, elle n'a pas l'effet attendu. Si je dis à mon enfant, ne mets pas ton doigt dans ton nez, il est évident qu'il va le mettre dans les 3 minutes. Donc, les mots ne sont pas utilisés
la conscience que la négation n'est pas retenue est vraiment quelque chose d'important. Ça va me faire comprendre que je dois vraiment avoir des objectifs positifs et parler de façon positive. Donc, le plan intellectuel et le langage, c'est comment je pense, comment je parle. Et quand nous parlons, eh bien, nous savons que les types de personnalités ne parlent pas de la même façon. Nous avons en analyse transactionnelle un outil ProcessCom qui nous dit nous avons quatre niveaux de langage, quatre canaux de communication. Et sous stress, eh bien, nous nous fermons à différents canaux dans un autre ordre. Ce qui fait que quand le stress est élevé, eh bien, on ne peut plus parler qu'aux gens qui ont le même type de personnalité que le nôtre parce que nous sommes fermés au reste. Faut savoir ça. Il faut savoir ça parce que si on ne sait pas ça, nous allons continuer à parler dans le vide. Il est fondamental de communiquer avec les autres quand il y a un petit niveau de stress parce qu'alors nous sommes encore ouverts à tous les canaux. Et donc, en général, nous avons tendance à dire, moi je fais des efforts, les autres non, ils ne me comprennent pas. Malheureusement, les autres pensent la même chose que nous. Donc, il est important de connaître le processus de communication entre les gens. Et actuellement, dans le monde, on n'a plus d'excuses parce que les outils de communication, les écoles de formation pullulent avec plein d'outils extrêmement intéressants qui nous expliquent le langage, qui nous expliquent la communication et qui nous expliquent combien c'est important. Le troisième plan, après le plan physique, matériel, intellectuel et le langage, c'est le plan émotionnel et relationnel. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Nous vivons une époque absolument captivante parce que depuis quelques années, les émotions retrouvent leur place. Dans le monde, et certainement dans le monde du travail et le monde des entreprises, on étouffait les émotions, on n'en parlait pas trop, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire avec ça, on ne savait pas ce qu'on devait faire avec les nôtres, on ne savait certainement pas bien accueillir les émotions des autres, et donc on étouffe les émotions. Et comme dirait Jacques Salomé, si je n'ai pas les mots MOTS pour le dire, j'aurai les mots pour le dire MAUX, et énormément de maladies psychosomatiques viennent parce qu'on n'a pas exprimé. Ce qu'on n'a pas exprimé est une énergie qui stagne. L'énergie qui stagne finit par nous bloquer et par nous ronger. Ces mécanismes commencent à être connus. Il y a de plus en plus d'écoles de conscience de soi. Il y a des gens comme le docteur Janssen qui a écrit des livres absolument magnifiques. Et il y en a plusieurs comme cela qui nous font comprendre la relation entre nos pensées, le corps et nos émotions. Donc, c'est un domaine fondamental puisque la relation, c'est quand même énormément dans l'émotion qu'elle se passe. Et donc, nous allons enfin retrouver la possibilité d'avoir des relations authentiques et sincères avec des personnes qui partagent comme nous cette valeur. Le quatrième plan, c'est le plan spirituel et existentiel. Alors, le plan spirituel, pour moi, le mot spirit en latin, c'est l'esprit, c'est le sens, et donc c'est le sens de la vie. Peut-être qu'une des plus grandes maladies du monde actuel, c'est le manque de sens. Je connais des gens qui travaillent dans des milieux où ils gagnent beaucoup d'argent et où ils ne sont pas heureux. Et pourtant, ils ont des responsabilités et pourtant, ils rencontrent plein de gens intéressants. Sauf qu'ils font un travail qui, 3-4 ans après, est changé. On n'en a pas tenu compte, les nouveaux patrons changent de sens et tout ce qu'on a fait, eh bien, ça n'a pas servi à grand-chose. Énormément de monde, pour le moment, dans plein de milieux, n'ont plus de sens à leur travail et le monde n'a plus envie du métro boulot dodo. On a envie d'autre chose et quand on fait les études actuellement, on se rend compte que les gens ont envie d'être utiles. Les gens ont envie d'avoir un métier qui est un métier qui donne du sens pour eux et pour les autres. Et énormément de gens sont prêts à travailler pour moins de sous s'il y a plus de sens. Si on donne un sens à sa vie,
on va peut-être pouvoir être satisfait à la fin de sa vie parce qu'on l'a dirigé. Si je ne dirige pas ma vie, eh bien, la vie me dirigera. Donc, je vous ai parlé de l'évolution du monde, du changement, de la conscience des êtres humains au niveau individuel, systémique, environnement, et des 4 plans, physique, intellectuel, émotionnel et spirituel. Je voudrais voir si quelqu'un a une question à poser à Yotis par rapport à cela. Yotis, est-ce que tu as des questions? Actuellement, il y a des réactions, donc les gens trouvent cela très intéressant. Il y a des gens qui disent c'est passionnant, oui, bien sûr. Donc, il y a des gens qui réagissent vraiment très favorablement à tout ce que tu dis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je pense qu'il y a, ben voilà, il y a une question déjà. Quelle est la différence entre émotion et spirituel? C'est une question de Johanna. Ok, bonsoir Johanna. Alors, l'émotion, c'est ce que je ressens. Donc, au niveau de ma personne, je distingue la pensée et la sensation. Je pense qu'il fait plutôt froid. C'est dans ma tête, je porte un jugement de valeur sur quelque chose. C'est pas la même chose que je sens que j'ai froid. Je pense que la vie est belle, ou je me sens vraiment heureux quand je suis avec toi. La sensation, l'émotion, c'est quelque chose qui est interne et qui est ressenti au niveau du corps ou au niveau du cœur. Le niveau spirituel est quelque chose de plus intellectuel, c'est quelque chose qui est une réflexion qu'on veut donner par rapport à qu'est-ce qui est important dans la vie. Est-ce que j'ai des objectifs de vie avec des objectifs individuels? Est-ce que j'ai des objectifs qui sont axés sur, par exemple, ma communauté, le lieu, une certaine population, le monde? Qu'est-ce qui fait que je vais donner du sens à ma vie? Et par rapport à cela, quand je le ferai, je me sentirai probablement bien. Est-ce que c'est un peu plus clair pour Alors, Johanna? on va laisser le temps à Joanne de répondre. D'autres réactions, Armel qui dit une belle synthèse qui fait sens pour le coach que je suis. Donc certains aiment la référence à Jacques Salomé à propos des mots et des mots. Il y a une autre question, allez, on va en prendre une de la part de Rim. Comment établir et maintenir l'équilibre entre les 4 plans? Magnifique question. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Alors, j'ai d'abord envie de dire que je ne sais pas si vous savez que l'équilibre, c'est un petit moment d'équilibre entre plusieurs moments de déséquilibre. Dans la vie, quand nous marchons, nous sommes la plupart du temps en déséquilibre. Quand nous évoluons dans notre vie, eh bien, on a plus de moments de déséquilibre que d'équilibre. Et donc, on va faire ce qu'il faut pour trouver un certain équilibre entre différentes choses. Comprenez bien que trouver un état d'équilibre entre l'intérêt que je porte à ma femme, à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes amis, à mon boulot, aux différentes personnes avec lesquelles je travaille, qu'ils soient dans mon équipe ou qu'ils soient mes clients, et de me dire j'ai envie d'avoir un équilibre entre le temps que j'accorde aux uns et aux autres, eh bien cet équilibre, il est jamais trouvé et il n'est jamais stable. Et donc je vais devoir dans ma ligne du temps me dire voilà, je constate que ces derniers temps, j'ai fait un peu plus de ça, j'ai un peu délaissé ceci, ben je vais, dans les jours qui viennent, m'occuper un petit peu plus de ce que j'ai délaissé. Et donc, nous allons vivre et évoluer dans un constant, je dirais, accordement par rapport au déséquilibre que nous avons vécu. C'est en tout cas comme ça que je perçois la chose. J'ai oublié de vous dire au début de la conférence que je vous invite à avoir beaucoup d'esprit critique par rapport à tout ce que je vous dis, parce que je parle de quelques années d'expérience et de tout ce que j'ai appris de mes maîtres, mais ce n'est que mon point de vue et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est une question de la part de Philippe.
Dans quelle mesure cette prise de conscience sur le besoin de sens est-il développée aujourd'hui? Par exemple, peut-on dire que 30% des gens sont inscrits dans cette démarche ou plutôt 50-60? Comment savoir où en est l'Occident à l'heure actuelle? Alors, à la dernière statistique, on est à 27,48% de conscience. Non, non, je rigole. Il y a impossibilité de savoir ça, d'avoir des chiffres exacts et des pourcentages, parce que nous sommes quand même quelques milliards de gens sur la planète. Ce que je peux dire par rapport à mon évolution, c'est, ben, je vais avoir 72 ans dans quelques jours. Quand j'ai commencé ma remise en question, j'avais 29 ans. Et quand j'ai suivi mes premiers séminaires d'analyse transactionnelle, eh bien, j'étais le seul homme. J'étais la seule personne du monde du business. Et pendant 3 ans, j'ai dû traduire tout ce que j'apprenais dans le monde de la thérapie et du développement personnel. Et j'ai dû traduire ça dans comment est-ce que je vais appliquer ça dans l'entreprise. Parce que la conscience dans l'entreprise était proche de nulle. Quand j'ai donné la première conférence sur la place du coaching comme outil dans les DRH, c'était au congrès belge de DRH, eh bien, j'ai quand même eu la chance d'avoir 4 personnes qui sont venues m'écouter, dont un des 4 m'a dit à la fin, ben, là, quand même, t'exagères. En effet, le coaching était absolument pas écouté, compris, valorisé. Eh bien, regardez maintenant, je crois que le coaching a probablement pris beaucoup plus de la part de budget des ressources humaines que la formation par rapport à avant. Les centres de pleine conscience développés par Ilios Kotsou et plusieurs autres personnes, eh bien, ils donnent plein de formations. Il y a des séminaires de yoga, il y a plein de séminaires en tout genre où les personnes commencent à travailler soit sur leur corps, leur esprit ou leur cœur, pour pouvoir justement prendre conscience des choses. Moi, je suis extrêmement, je dirais, positif par rapport à l'évolution du monde et en même temps, je ne crois pas que 20% des Belges vivent en conscience. Donc, il y a encore un champ de travail énorme à faire, mais je me rappelle quand j'ai été avec mon épouse en Californie en 1900, je crois 87, pour rencontrer Marilyn Ferguson qui avait écrit le livre Aquarian Conspiracy, les enfants du Verseau. En 1987, j'avais l'impression d'être seul et d'être un martien qui voulait amener un peu la spiritualité et les relations humaines dans l'entreprise. Je me suis retrouvé là-bas et en effet, il n'y avait pas grand monde, mais elle m'a dit, aux États-Unis, on est avancé là-dedans. En Angleterre, ça bouge. En Scandinavie, ça bouge. Et j'ai rencontré des gens. Et maintenant, eh bien, je peux vous assurer que en Belgique, je ne sais pas voir tous les gens qui s'en occupent, qui sont conscients et qui, comme moi, œuvrent à coacher, former des gens à l'ouverture de conscience. Donc, on est sur le bon chemin. Alors, donc, je veux parler maintenant de la place du coaching dans le changement du monde. Je voudrais d'abord, parce qu'il y a probablement pas mal de gens qui ne sont pas membres d'ICF, je voudrais d'abord vous lire la définition que ICF donne du coaching. Le coaching professionnel se définit comme une relation suivie dans une période définie qui permet au client d'obtenir des résultats concrets mesurables dans sa vie professionnelle ou personnelle. À travers les processus de coaching, le client approfondit ses connaissances et améliore ses performances. Le coaching peut se pratiquer en séance en face à face, au téléphone ou séances collectives qui se tiennent dans des lieux spécifiques. Ces séances peuvent être assorties d'échanges écrits par courrier ou email. Le coaching peut être utilisé parallèlement à un travail de psychothérapie, mais il ne saurait s'y substituer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est la définition d'ICF. Mon point de vue maintenant par rapport à ça, il faut recadrer le coaching par rapport à d'autres métiers. En entreprise,
Par exemple, il y a des conseillers qui donnent des conseils parce qu'ils sont experts dans un certain domaine. Il y a les conseils financiers, il y a des conseils marketing, il y a des conseils stratégiques et c'est un métier extrêmement utile et indispensable. Je parlerai tout à l'heure de quelle est la particularité du coaching par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle le mentorat. Le mentor est, dans quelque métier que ce soit, quelqu'un qui a une expérience plus grande que son mentee et qui va lui donner des conseils et partager son expérience pour qu'il se développe dans ce métier bien spécifique. Et puis, en développement personnel, il y a d'autres métiers. Il y a la thérapie qui guérit les blessures du passé, la thérapie qui travaille sur les pathologies, la thérapie qui travaille avec des borderline, la thérapie qui travaille par rapport au burn-out ou au burn-out. Le coaching, on ne peut pas coacher des gens en burn-out ou en burn-out. Il y a des gens qui font ça en thérapie. Nous pouvons travailler sur la prévention du burn-out ou sur la réintégration au travail lorsque nous avons le feu vert du médecin ou du psychothérapeute par rapport à ce sujet bien spécifique. J'en profite pour dire que dans l'entreprise, il y a vraiment un concept qui me dérange particulièrement pour le moment, c'est celui de manager coach. Je vais être assez cru, ceux qui me connaissent le savent, c'est une ineptie. Et c'est une ineptie, pourquoi? Parce que le leader et le manager, ils ont un rôle bien spécifique. Ils ont un job où ils doivent faire des tâches et obtenir des résultats qui sont les résultats de l'entreprise. Et donc, ils ont un rôle d'autorité par rapport aux gens qui dépendent d'eux. La posture du coach telle que définie par ICF est une posture neutre et égalitaire. Le coach, en aucune façon, jamais ne donne le moindre conseil. Il travaille avec ce qu'on appelle la maïeutique, c'est-à-dire l'art de poser les bonnes questions, l'art de jouer au miroir, l'art de faire prendre conscience par la personne de la connaissance qu'elle a et dont elle n'est pas consciente. C'est un métier tout à fait différent, tout à fait spécifique. Sauf que je ne peux pas être en même temps le leader de quelqu'un et son coach. Je ne peux pas coacher mes enfants. Je ne peux pas coacher ma femme. Je ne suis pas neutre. Je suis impacté émotionnellement par des décisions qui pourraient être prises et donc parler de manager coach est une ineptie. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est, comme nous le faisons d'ailleurs, de proposer aux managers et aux leaders des formations en outils et techniques de coaching pour managers et pour leaders afin de mieux remplir leur rôle de manager et de leader. Mais ils gardent leur casquette de manager ou de leader. Le gros problème du coaching maintenant, c'est le problème du coaching sportif. Le coaching sportif n'est pas un coach comme ICF le fait. Le coach sportif donne des ordres, donne des instructions. Donc les gens qui aiment le sport croient que coacher, c'est donner des conseils. The Voice, les coachs vocaux, ils sont super, ils donnent des conseils. Et donc, je vais vous donner un truc qui est vraiment amusant, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on m'a demandé de donner une conférence dans un milieu où il y avait des personnes qui étaient ce qu'on appelle des conseils en couleur. Et donc, conseils couleur personnels ou des relooking, etc. Et donc, je leur ai bien dit, écoutez, vous ne pouvez pas vous appeler coach couleur ou coach relooking parce que vous allez donner des conseils techniques. Et je me suis amusé une semaine après à aller voir sur le site des gens qui étaient venus à mes conférences. Et bien entendu, tous s'appelaient coach couleur, coach relooking. Pourquoi? Parce que le coaching est une mode. On a créé une mode, on a créé un concept marketing qui buzz, qui fait vendre, et donc on aime utiliser cela. Sauf que on amène énormément de confusion.
Donc, en tout cas, chez nous, à l'académie, nous sommes extrêmement clairs par rapport à ça. Il faut faire la différence entre ces métiers. Et si nous travaillons avec des coachs internes, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'un coach interne peut raisonnablement encore faire, puisque de toute façon, nous n'irons pas contre le courant que les entreprises font du coaching interne. Donc, il est important, je vais être très bref, et ceux qui ne comprennent pas, ben, je vous donnerai une référence. Si vous prenez la pyramide de Diels et les 6 niveaux logiques de changement, un coach interne peut travailler au niveau de l'environnement, au niveau des comportements, au niveau des capacités, éventuellement au niveau de certaines croyances, mais il peut déjà pas travailler au niveau des valeurs parce que si la personne en dessous n'a pas les mêmes valeurs que l'entreprise, eh bien, il va pas le dire, il va le partager. C'est dangereux pour lui. On peut travailler sur le rôle, mais est-ce qu'on va travailler sur quel est le vrai rôle que la personne voudrait tenir? C'est pas évident. Hein, donc, il faut vraiment dans une entreprise, si on fait du coaching interne malgré tout, d'être extrêmement prudent et d'avoir un département de coaching interne qui est détaché de la hiérarchie classique, où on sait qu'il n'y aura jamais aucun lien entre les dossiers des gens pour qu'ils ne soient pas affectés à qui on va promouvoir ou pas et qui on considère comme un bon élément ou non. Le coaching est un outil de développement personnel. Donc j'insiste parce que c'est vraiment actuellement une des grandes dérives de notre métier. La posture du coach est donc une posture neutre, d'égal à égal, où nous aidons quelqu'un à prendre conscience de lui-même. Comme vous connaissez la fenêtre de Johari, je suppose, tout le monde a des tâches aveugles. Et le coach est vraiment une personne extrêmement bien indiquée pour faire prendre conscience aux gens de leurs tâches aveugles et donc de développer des stratégies de développement à partir de là. Pour cela, le coach doit lui-même être vrai, être authentique, être à l'aise. Et notamment, par exemple, je reprends la question de Johanna tout à l'heure, si je coach quelqu'un, eh bien, je dois pouvoir accueillir ses émotions. Je dois pouvoir accueillir ses sentiments. Et accueillir ses émotions et ses sentiments, eh bien, ça veut dire que je dois moi-même être à l'aise avec mes émotions et mes sentiments. Et donc, un coach, avant de coacher les autres, il doit d'abord avoir balayé devant sa porte. Il doit avoir travaillé sur lui pour se connaître avec ses forces et ses faiblesses, connaître ses zones d'ombre, connaître ses enjeux, afin de savoir avec qui il peut travailler ou non. Le coach est une personne de soutien et donc il doit aussi avoir la posture adéquate pour le faire. Au niveau des outils possibles, ce qui est assez fabuleux, c'est dans l'évolution du monde, c'est que le coaching maintenant, eh bien, il peut se faire à distance. Et je me rappellerai toujours, il y a une dizaine d'années, quand je voyais mes confrères américains ou anglais qui coachaient par téléphone, je leur disais, mais comment pouvez-vous coacher par téléphone? Moi, j'ai vraiment besoin de voir les gens, je suis un visuel, et je crois qu'une de mes forces, c'est que je vois énormément par rapport au non-verbal. Comment faites-vous? Et ils me disaient toujours, ben, on a appris à développer notre qualité d'écoute, et ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons. La meilleure preuve, d'ailleurs les médecins le disent aussi, si nous avons un membre qui est atrophié, les autres membres se développent plus. Donc, en effet, peut-être qu'il y a des gens qui ont, grâce au téléphone, développé une qualité d'écoute plus grande. Moi, je n'ai pas trop testé ça parce que ben, pourquoi, dans un petit pays comme la Belgique, faire du travail par téléphone alors qu'il n'y a quand même pas beaucoup de kilomètres à faire, d'autant plus que j'habite quand même tout près de l'épicentre de la Belgique qui est à Ytre. Et donc, j'ai toujours travaillé en face à face jusqu'au jour où, pour avoir de équilibre vie privée, vie professionnelle, mon épouse et moi, nous avons décidé de, tiens, on aimerait bien vivre en partie à l'étranger. Mais vivre en partie à l'étranger, ça veut dire que c'est très gênant pour mon boulot. Sauf que j'ai appris qu'il y a moyen de faire du coaching par Internet.
ma croyance était coaching Internet, coaching Internet. La personne n'est pas en face, en présentiel. Comment est-ce que je vais pouvoir travailler au niveau émotionnel avec des gens qui sont même pas dans la même pièce que moi? Mais comme j'étais vraiment très motivé à aller voir à l'étranger, j'ai essayé. Et j'ai fait l'un ou l'autre essai en Belgique et finalement, ben, ça marche bien. Le résultat actuel, eh bien, c'est qu'on est une bonne partie de notre temps à l'étranger et que je coach 2 à 3 heures par jour quand je suis à l'étranger. Avec la grande chance, c'est que quand j'ai fini de coacher, ben, je suis au soleil plutôt que sous la grisaille de notre pays. Donc, l'évolution de la technologie est absolument intéressante. J'ai plusieurs personnes dans mon académie qui font ce qu'on appelle de l'accompagnement de groupes de pairs en Internet. Le groupe de pairs se retrouve chez eux et l'assistant qui travaille avec eux est chez lui et regarde le groupe à distance et ça fonctionne hyper bien. Donc, nous avons revu nos croyances et nous avons, grâce à ça, développé de nouvelles façons de travailler. Alors, quelle est l'évolution possible du coaching dans le monde? Eh bien, elle est vraiment extraordinaire. Nous avons d'abord, évidemment, on le sait bien, tout le domaine du personnel. Énormément de monde n'est plus heureux pour le moment. Beaucoup de gens sont perdus, ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, sont pas heureux dans leur relation de couple ou familiale, ont eu des grosses disputes qu'ils n'ont pas su régler et traiter, et donc il y a quand même beaucoup de mal-être pour le moment. C'est un champ énorme d'application. Au niveau toujours personnel, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau familial. On peut faire du coaching de couple. Moi, j'en fais. J'ai des couples qui viennent travailler chez moi et qui parlent avec moi de leurs difficultés à communiquer et nous pouvons les coacher parce que justement, comme ils sont en crise et qu'ils ne se parlent plus, ils ont besoin d'une personne intermédiaire à qui ils peuvent parler et je vais leur apprendre à d'abord écouter l'autre, à tenir compte de ce que l'autre dit et puis à se reparler. Donc, les relations de couple, les relations parents-enfants, les relations avec les ados et malheureusement le problème des transitions de vie et des deuils, c'est un champ d'application absolument dingue. Au niveau professionnel, eh bien, il y a un gros changement. Avant, le coaching était réservé aux patrons. On voit maintenant que les lettres de noblesse ont été acceptées, on voit que le coaching est efficace et on commence à descendre dans la hiérarchie. À l'académie, nous avons plusieurs DRH qui ont suivi la formation en coaching. Et quand je dis ça, c'est pas que chez moi, je sais que chez des collègues aussi, il y a plusieurs personnes d'entreprises qui sont allées suivre les formations parce qu'ils ont envie de comprendre comment fonctionne le coaching pour pouvoir l'utiliser dans leur entreprise. Donc, de plus en plus de gens ont de l'ouverture au coaching. On fait du coaching individuel, on fait du coaching d'équipe. Et on fait aussi, par exemple, du coaching d'orientation de carrière. De plus en plus de sociétés d'outplacement utilisent des gens qui ont fait des formations en coaching pour accompagner leurs clients. Au niveau des entreprises, un domaine qui est intéressant aussi, c'est pendant un moment de coacher les relations interdépartements. Nous savons classiquement que la vente et le marketing, la vente et la production, la vente et la finance ou l'administration, eh bien, ils ont des fritures dans leur communication. Et donc, parfois, quelqu'un d'extérieur est intéressant pour les remettre sur la bonne voie. Philippe Rosinski, que vous connaissez peut-être, qui est coach belge, MCC, spécialiste en interculturel, lui et moi, nous avons travaillé ensemble dans une société multinationale avec 2 pays très différents, qui avaient des cultures différentes et où les gens avaient vraiment difficile à travailler ensemble parce qu'ils ne comprenaient pas les valeurs et les façons de travailler des autres. Et donc, nous avons fait un travail pendant 1 an où on a appris aux gens à comprendre comment les autres travaillaient et les aider à définir une façon
de travailler ensemble, service par service, parce qu'on n'a pas pu imposer de façon partout. Chaque département voulait avoir sa propre spécificité. Donc, dans chaque département, ils ont défini comment ils vont travailler ensemble et qui va mettre combien d'eau dans son vin pour arriver à travailler ensemble. C'est, je crois, aussi un domaine intéressant de développement. Et puis un dernier sujet, qui est, je crois, inépuisable, c'est le coaching relationnel. C'est dans notre vie, combien de difficultés avons-nous avec les gens? Les patrons me disent tous, le plus difficile dans le management, c'est les hommes. Gérer les gens, qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est fatigant? Eh bien, c'est une belle opportunité pour nous les coachs, c'est justement de les aider à comment peuvent-ils justement travailler avec des personnes comme cela. Je ne peux pas vous donner le nom, mais je travaille actuellement dans une université belge où il y a des gens extrêmement intelligents qui travaillent dans une équipe de direction avec des très fortes personnalités. Et ces fortes personnalités, eh bien, elles n'ont pas naturellement facile à communiquer ensemble. Et donc, on a un plan d'action pour le moment pour les aider à tenir compte des points de vue des autres, à accepter que nous ne sommes pas toujours d'accord et à trouver, comme on dit en flamand, un gouden middenweg. Comment trouve-t-on un chemin d'entente qui nous permet d'avoir un équilibre entre les différentes personnes? Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de niveaux. Je n'ai non plus pas cité le coaching scolaire. Dans les écoles, je ne vous dis pas ce qui est nécessaire. Nous avons un directeur de collège qui a fait sa formation chez nous. Nous faisons du coaching dans leur école avec des enseignants. Il va partir à la pension à la fin de l'année. Il m'a dit, je vais devenir coach scolaire quand je serai retraité, tellement il y a du travail. Il y a du travail avec les profs, il y a du travail avec les enfants, il y a du travail dans les relations entre les parents, les profs et les enfants. Donc, il y a un boulot fou. On peut faire du coaching d'apprentissage, aider un enfant à trouver sa propre méthode d'apprentissage, parce qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas certains profs, parce qu'il y a des profs qui fonctionnent d'une façon alors que l'enfant travaille autrement. Je vous invite à lire les livres d'Howard Gardner sur les théories de l'intelligence. Il y a 7 types d'intelligence. Dans notre milieu actuellement, on valorise l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence rationnelle, alors que, par exemple, en coaching, les deux intelligences les plus importantes, c'est l'intelligence personnelle et interpersonnelle, c'est-à-dire se connaître soi-même et connaître les autres. En leadership, c'est ça qui est important. En management, non. Mais en leadership, c'est les hommes, c'est les êtres humains, c'est les relations, et un leader ne peut être crédible que s'il se connaît lui-même. Je n'ai plus qu'un petit point, et je serai à l'heure des Spaiotis. C'est un point particulier que j'ai envie de vous donner par rapport au contrat de coaching. Parce que j'ai quand même maintenant près de 30 ans d'expérience de coaching, et je me rends compte que malheureusement, beaucoup de personnes arrêtent leur coaching juste avant la fin. Le problème qu'ils avaient n'est plus très grave, il n'est plus urgent, ils ont bien avancé, ils ont fait 80% du trajet, et puis ils vont vous dire, oh tu sais, écoute, là maintenant ça va, j'ai quand même beaucoup de boulot, je crois plus que j'ai vraiment besoin de toi, je vais pouvoir y arriver tout seul. Et moi, comme un naïf au début, je disais, bon ben ok, hein. J'insistais pas trop parce que ben, je suis gentil. Eh bien maintenant, je suis moins gentil et j'insiste et je dis, je te rappelle que le contrat de coaching, c'est jusqu'à l'obtention de tes résultats. Parce que avoir 80% aujourd'hui veut dire que tu auras 60% dans un an, 40% dans 3 ans, 20% dans 5 ans, tu auras perdu ton temps et ton énergie et tu diras, le coaching, ça sert à rien. Donc, si nous, coachs, on veut vraiment que le bien pour nos clients et que nous voulons être considérés sérieusement, nous ne lâchons pas nos clients avant qu'ils aient atteint leurs résultats et on le leur dit bien. Maintenant, c'est sûr que si
Ils veulent vous lâcher, ils vous lâcheront. On n'a pas de moyen de pression. Mais on a quand même un moyen de pression en étant extrêmement clair par rapport à cette situation et en disant, écoute, si tu veux vraiment, tu as fait 80% du trajet, ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au bout. Donc, d'où l'importance de faire un bon contrat de coaching. Et un bon contrat de coaching, c'est d'avoir des critères de mesure. Et quand nous faisons passer les étudiants chez nous, nous n'arrêtons pas de leur dire, avez-vous un bon objectif? Avez-vous des critères de mesure objectifs, mesurables, pour pouvoir décider quand le coaching est terminé, parce que les objectifs sont atteints. C'était le dernier point avant ma conclusion. Et ma conclusion, c'est qu'on le veuille ou non, le monde évolue. Nous avons intérêt à savoir où nous voulons aller avec la flexibilité et le lâcher-prise nécessaire si on va dans une autre direction. Quand je conduis un bateau, je peux vouloir aller quelque part, mais je dois accepter que la marée ne va pas dans le sens que je veux, le vent ne va pas dans le sens où je veux, et peut-être le courant est plus ou moins fort. Je vais devoir m'habituer. Le coach est là pour accompagner la personne, l'équipe ou l'organisation à réfléchir en prenant conscience de la situation réelle dans laquelle ils sont, des avantages et inconvénients, des défis et des opportunités afin de prendre les meilleurs objectifs et stratégies et les mener à leur réalisation. Nous sommes donc là pour accompagner le progrès et particulièrement pour tous ceux qui veulent co-créer un monde meilleur. Merci. Grand merci Pierre-Jean. Je vous invite à vous connecter. On va suivre un peu ce que Béatrice Mélin et Philippe Vanneberg nous ont habitués, c'est ce petit nuage. Donc, je vous invite à vous connecter sur www.menti.com, donc menti.com. Vous avez un code, donc j'attends quelques instants. Et la question, résumez en un mot ce que vous retenez de ce webinaire. Un grand merci Pierre-Jean pour cette superbe présentation. Nous te retrouverons donc dans quelques instants sur la page ICF Synergie de LinkedIn. Je voudrais également remercier Gaëtan Lenain qui est toujours parmi nous et qui nous aide justement et que vous aide surtout vous, bonjour Gaëtan, à répondre donc à vos questions techniques, etc. Mais également à toute l'équipe de l'ICF Synergie. Pour notre prochain rendez-vous, nous accueillons Josette Lépine, qui nous présentera un webinaire avec le corps, on va plus loin, plus vite, coaché avec un corps en conscience. Ce sera comme d'habitude le 3e mercredi du mois. Vous retrouverez de toute façon tous nos rendez-vous comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions d'ailleurs de faire vivre les groupes Facebook et LinkedIn et également les pages grâce à vos likes, à vos commentaires qui nous donnent beaucoup d'énergie à nous tous. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur littéraires sur le coaching, vos vidéos, vos séminaires ou autres. ICF Synergie a pris son envol grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux. Et c'est à travers ceci que nous vous annoncerons également un webinaire un peu spécial. Vous retrouverez l'info sur les réseaux sociaux dans quelques semaines. Voilà, tout est dit. Un grand merci en tout cas Pierre-Jean. Je t'invite donc à rejoindre nos pages LinkedIn ICF Synergie pour répondre aux questions. Et donc, à vous, venez nous rejoindre sur la page ICF Synergie LinkedIn. À tout de suite. Au revoir. À tout de suite.